Augustin Boulanger, juriste. Mais nous avons dans la salle Madame la sénatrice, Madame Sollogoub, et puis Madame la députée, Madame Goulet, pardon. J'ai eu un blanc. Madame Perrine Goulet. Et je pense que c'est très intéressant que vous puissiez entendre aussi l'avis des juristes sur cette question. Bien, bonjour à tous. Un grand merci aux organisateurs de ce colloque. Merci à Émilie Guibert. Merci à Maria Michel, à Nathalie Sage également, à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont permis qu'on puisse ensemble se retrouver et intervenir dans les meilleures conditions. Alors le sujet qu'on me demande de traiter aujourd'hui, assistance au suicide, euthanasie, n'est pas évident puisque, comme on l'a déjà souligné, le texte, on ne l'a pas. Alors on a quand même quelques éléments, on a un peu de biscuit et c'est pour ça que je peux quand même faire une intervention à ce sujet, mais ce n'est évidemment pas évident de parler d'euthanasie et de suicide assisté quand on ne sait pas quel sera le texte et ce sur quoi eh bien, se prononceront et délibéreront nos parlementaires. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ça fait un certain nombre d'années que des projets de loi sont soumis à la délibération parlementaire sur ces questions-là. Je ne parlerai volontairement pas d'aide active à mourir parce que la formule est trompeuse. En tout cas, elle ne dit pas ce qui est, c'est-à-dire une euthanasie ou une assistance au suicide. Les parlementaires jusqu'à présent ont rejeté ces différents projets de loi, mais on sait aujourd'hui qu'il y a sans doute, peut-être, une majorité qui pourrait se dégager si un projet devait être soumis au Parlement. Je vais vous parler de biscuit. Effectivement, on l'a. C'est-à-dire, on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui se dégagent de l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique. Il y a également eu une convention citoyenne qui eh bien, s'est prononcée, plutôt favorable d'ailleurs à une évolution du cadre législatif actuel. Si on regarde notamment l'avis 139 du CCNE, eh bien, les choses sont claires. Le CCNE nous précise qu'il y a une voie pour une application éthique de, là je le cite, une aide active à mourir. Alors tout ça, bien sûr, nous impose de réfléchir parce que le changement, et je vous en parlerai, serait important. On a un système aujourd'hui qui est assez clair, il y a des interdits qui sont rappelés, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, et ce sont justement eh bien, ces lignes rouges, ces limites-là qui sont aujourd'hui menacées. Alors, de quoi parle-t-on? Euthanasie, suicide assisté, assistance au suicide, il faut être assez clair sur ces concepts-là, qu'on parle, parfois qu'on mélange, qu'on mêle à tort. L'euthanasie, c'est l'acte délibéré du médecin qui va eh bien, provoquer la mort de son patient afin de bien répondre à une situation de souffrance insupportable et d'un patient qui est confronté à une maladie grave et incurable. Le suicide assisté, c'est bien différent. L'implication du médecin n'est pas la même. On a un patient qui va être assisté médicalement, techniquement, dans le suicide qu'il demande. Et à côté du suicide assisté, il y a aussi l'assistance au suicide qui se distingue donc. On est ici sur un modèle qui est celui de l'Oregon notamment, pas seulement, et qui consiste pour un médecin, face à un patient qui répond à un certain nombre de critères, bien sûr, eh bien, ce médecin va prescrire une substance létale et le patient va lui-même aller se fournir, chercher cette substance létale et se l'administrer. Donc on voit bien que les systèmes sont différents et l'implication du médecin évidemment est très différente. Elle sera particulièrement marquée dans le cas de l'euthanasie et au contraire eh bien, plus légère entre guillemets dans le cas d'une assistance au suicide où il se contente, après avoir vérifié qu'un certain nombre de critères, une maladie grave par exemple et incurable, une souffrance sont bien présentes, il va prescrire la substance concernée. Alors, on le voit, l'évolution à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés n'est pas, effectivement existe depuis un certain nombre d'années. Les revendications pour un droit à mourir eh bien, ont émergé dans les années 70, au grand étonnement d'ailleurs de certains à l'époque, je pense au philosophe Hans Jonas qui s'étonnait du fait que certains revendiquent un droit à mourir quand habituellement on revendique
des droits pour un bien et que la mort passe pour un mal, ou en tout cas pour quelque chose à laquelle il faut bien se résigner. Ça pouvait effectivement surprendre. En tout cas, ces revendications se sont multipliées dans les années qui ont suivi, et un certain nombre d'États ont franchi ce pas-là. Alors, il y en a, ce sont notamment les États du Benelux, on le sait, il y a également un certain nombre d'États aux États-Unis, il y a plus récemment l'Espagne, etc., etc. On a aussi des États, certains États d'Australie, de Nouvelle-Zélande, le Canada, voilà, parmi ceux en tout cas qui ont franchi ce pas. Et puis d'autres, et qui sont une grande majorité dans le monde, beaucoup d'États effectivement qui au contraire ont refusé jusqu'à présent d'admettre ce type de pratique et qui maintiennent fortement l'interdit de tuer. Alors nous, la France, qu'en est-il en France jusqu'à présent? On a un cadre législatif qui est bien établi, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on dispose de lois qui ont instauré, renforcé des droits au bénéfice des personnes malades, accès aux soins palliatifs, prise en charge des souffrances, refus de l'obstination déraisonnable, notamment. Cette évolution s'est faite en France dans un certain contexte, on le sait. La souffrance a longtemps été, jadis en tout cas, intégrée au quotidien des hommes. La technique manquait, on avait des plantes évidemment qui pouvaient nous permettre, dans une certaine mesure, de réduire et de traiter les symptômes, mais tout de même, le rapport à la souffrance et à la mort a clairement changé à partir du moment où nous avons disposé de techniques efficientes, efficaces face aux souffrances. Et ce développement donc, est lié bien sûr au progrès de la chimie depuis le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, un certain nombre de traitements sont apparus, ont été diffusés, et évidemment tout cela a contribué à redéfinir le rapport des hommes à la souffrance et bien sûr partant à la mort qu'elle annonce d'une certaine façon. Et on le voit aussi dans la prise en charge, bien sûr des personnes en fin de vie. Il y a eu là aussi, et c'est lié à ce déploiement des techniques, un certain renversement, puisque autrefois confiée aux familles, cette prise en charge de la fin de vie est désormais largement déléguée aux institutions. Alors face à la crainte de la mort, qui concerne un nombre croissant de nos contemporains, face à ce que le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qualifie, je cite, de culture thanatophobe, eh bien quelle expression de la fraternité doit prévaloir? Le CCNE nous en propose deux expressions de la fraternité qui sont en quelque sorte mises en tension. Première expression de la fraternité qui s'exprime dans, je cite le CCNE, dans une aide active à mourir, et puis une autre à côté, autre expression de la fraternité qui, elle, s'exprime dans l'aide à vivre jusqu'à la mort, dans des conditions permettant le soulagement des souffrances et le respect de l'autonomie des personnes. Alors vous voyez, deux expressions en présence, en tension, eh bien tout ça nous impose de réfléchir face à ce qui pourrait advenir, de réfléchir à ce changement, et je vous propose qu'on s'interroge d'abord sur la nature de ce changement, et puis ensuite sur sa teneur, à la lumière notamment de l'avis 139 du CCNE. Concernant d'abord la nature du changement, pour bien comprendre ce qui va changer, il faut comprendre quel est actuellement l'état du droit sur cette question, et voir finalement voilà, quel serait, qu'est-ce qui changerait, quel serait le renversement. On peut le dire, depuis le XIXe siècle, notre droit s'est doté d'un certain nombre de dispositifs qui permettent de prendre en charge correctement les personnes. Notre droit s'est intéressé véritablement à la souffrance des personnes, en tout cas en matière de santé, à compter du XIXe siècle, et c'est lié bien sûr au déploiement de techniques, des techniques qui ont permis de prendre en charge les souffrances des personnes. Et puis plus largement, de prévenir aussi l'apparition de certaines maladies. Je pense à la découverte des premiers vaccins, et puis aussi à l'hygiénisme, développement de l'hygiénisme, qui date aussi de cette époque-là. Donc oui, le droit a eu une démarche plus active à l'égard de la souffrance.
Tout au long du XXe siècle, le code de déontologie médicale s'est aussi renforcé d'un certain nombre de dispositifs imposant au médecin de prendre en compte la souffrance de son malade, de tout mettre en œuvre pour y répondre. Et puis, à présent, on a des lois. Il y a eu la loi de 1999 sur l'accès aux soins palliatifs, loi du 4 mars 2002, la loi d'avril 2005, loi Leonetti, qui a renforcé les droits des malades et des personnes en fin de vie, et puis bien sûr la loi Claes-Leonetti. On a aujourd'hui un certain nombre de dispositifs qui cherchent à prévenir la souffrance. Ce sont les textes, Code de la santé publique. La souffrance doit être en toutes circonstances prévenue. Et puis, on a aussi à côté un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas tournés vers la prévention, mais vers le traitement de la souffrance. Et ce sont aussi, c'est aussi un texte qui le précise, la souffrance doit être prise en compte, évaluée et traitée. Alors dans la plupart des cas, bien ces dispositions-là vont donc bien sûr être appliquées. Le médecin va répondre aux souffrances qui sont présentes et soulager le malade. Puis dans certains cas, on va se rendre compte que la souffrance est dite réfractaire, c'est-à-dire que on a tout tenté, qu'il y a une résistance et qu'on ne parvient donc pas à soulager la personne malade. Ça peut être aussi qu'on dispose peut-être de certains traitements, mais que leur mise en place s'avérerait problématique, avec plus d'inconvénients que d'avantages. En tout cas, voilà, on a une qualification ici qui est celle de souffrance réfractaire. Alors dans ce cas-là, on peut le dire, notre droit apporte un certain nombre de solutions en présence de souffrance réfractaire. Il permet d'abord au médecin, effectivement, face à un patient qui est en phase avancée ou terminale, il va pouvoir recourir à un ensemble de traitements, des analgésiques et des sédatifs, à des doses qui sont proportionnées et qui vont permettre de faire céder cette souffrance réfractaire. C'est ce qu'on appelle le traitement à double effet. Et un traitement à double effet qui répond aux mêmes critères que ce que l'on retrouve en matière de légitime défense, c'est-à-dire la proportionnalité, évidemment. Et puis ici, il y a une optique clairement de bienfaisance, c'est-à-dire de soulager le malade et non de chercher à précipiter son décès. Et puis il y a aussi, toujours en matière de souffrance réfractaire, la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès. Alors dans un cadre qui est très clair, c'est celui du court terme. On a une personne dont le pronostic vital est engagé dans les heures ou jours à venir. On a des signes cliniques qui nous l'indiquent. La personne est en train de mourir, mais confrontée à des souffrances réfractaires, celle-ci doit pouvoir solliciter, bien sûr, une sédation profonde afin d'apaiser tout simplement sa conscience qui est meurtrie par cette situation. On a aujourd'hui un droit qui fixe 2 lignes rouges. Alors à côté de ces dispositifs-là, disons-le, il y a 2 lignes rouges qui sont clairement exprimées dans les textes, que ce soit dans la partie législative ou réglementaire du Code de la santé publique. Une première ligne rouge, c'est la provocation de la mort, qui est effectivement qui est interdite. Et puis il y a une autre ligne rouge, c'est le maintien acharné de la vie. Bref, vous l'aurez compris, il y a un souci, qui d'ailleurs permet de regrouper ces 2 interdits. Un souci, c'est de respecter un processus de mort naturelle. Alors bien sûr, ça a une incidence sur la volonté que peut exprimer le patient. Il ne pourra pas demander à mourir, ou alors s'il le demande, il faudra chercher bien sûr à voir ce que cela peut cacher. S'agit-il d'une demande qui est claire, qui est maintenue dans le temps, ou s'agit-il d'un appel? Est-ce qu'il s'agit d'une plainte? Et puis de son côté, le médecin ne peut pas davantage provoquer la mort. Sa déontologie, effectivement, l'y interdit. C'est l'article 38 du Code de déontologie médicale qu'on trouve dans le Code de la santé publique. Voilà une première ligne rouge. La provocation de la mort qui n'est pas possible. Et puis, autre ligne rouge, c'est le refus de toute obstination déraisonnable. Alors il y a des critères pour apprécier cela, c'est l'inutilité d'un traitement, c'est la disproportion, c'est-à-dire une balance avantage-inconvénient qui est défavorable, c'est le fait qu'on maintienne artificiellement la vie du patient. Bref, pourquoi cet interdit-là? Parce qu'on est dans une société où, et ça a des aspects tout à fait positifs, on dispose de techniques qui permettent de prendre en charge correctement les personnes, de traiter des maladies qui étaient autrefois incurables,
eh bien aussi de soulager des symptômes qui peuvent être importants. Donc cette technique, elle a des aspects évidemment très positifs, mais mal employée, elle peut aussi accroître la souffrance de la personne, et c'est la raison pour laquelle le législateur a raison d'ailleurs, a interdit cette obstination déraisonnable. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aussi entendre une personne pour qui l'on pourrait dire que les traitements qu'elle a sont poursuivis par une obstination déraisonnable, mais qui estime, elle, que ces traitements, elle souhaite les voir poursuivis. Et ça, le juge, notamment administratif, le Conseil d'État, l'a dit à plusieurs reprises, et la jurisprudence est désormais, elle semble en tout cas fixée, en présence d'une situation d'obstination déraisonnable, la personne qui est en état de s'exprimer peut tout à fait contester l'arrêt de ces traitements-là. Elle pourra donc, si le médecin estime par exemple qu'une dialyse est poursuivie par une obstination déraisonnable, solliciter la poursuite de cette dialyse. Ou de même pour effectivement d'autres traitements assez lourds en fin de vie. Les auteurs s'accordent pour dire qu'il convient de se conformer dans ce cas-là à la volonté du patient. Voilà. Donc c'est pas si évident que ça, cette question du refus de l'obstination déraisonnable. Il y a un interdit de principe, et puis quant à la mise en œuvre, il y a quand même ce souci d'entendre la personne, bien qui ne souhaite pas voir ses traitements arrêtés. Alors, si on fait un point sur le droit tel qu'il est aujourd'hui, on peut le dire, le droit est en quelque sorte un auxiliaire médical, il vient se placer aux côtés de la médecine pour apporter au patient le soulagement qu'il espère. Et on conçoit bien que si on venait à légaliser demain l'assistance au suicide ou l'euthanasie, eh bien ça provoquerait une importante déflagration par rapport à un système qui aujourd'hui, on le voit bien, est assez équilibré, cherche à soulager le malade, à l'accompagner autant que faire se peut, bref, lui apporte une aide active à vivre jusqu'à la mort. Alors on entend bien les tenants d'une légalisation de l'assistance au suicide ou de l'euthanasie, qui soutiennent que cette situation, cette pratique, cette légalisation mettrait fin à une situation d'indignité. C'est un argument qui est souvent employé. D'ailleurs, nous, on parle bien de dignité, mais eux aussi en parlent. C'est ce que disait Christophe juste avant moi. Il y a des termes, effectivement, qui sont employés dans des sens différents et même dans des sens tout à fait opposés. Mais pour cet argument-là, il y en a un autre, mais pour cet argument-là, en tout cas, on peine à être convaincu parce que c'est quand même assez difficile de déterminer à partir de quel état de souffrance ou d'incapacité l'homme est indigne. Où sont les seuils? Quand est-ce qu'on peut dire concrètement qu'une personne a perdu cette dignité-là? Et j'irai même un peu plus loin. Ce type de vision-là est assez dangereux, c'est une vision dangereuse, potentiellement dangereuse, parce que selon où on place le curseur, jusqu'où irons-nous? Là, je cite un de mes collègues juristes, Alain Guillotin, qui le disait parfaitement bien. Il évoquait ce risque d'abus qui ferait passer quasi insensiblement de l'euthanasie volontaire des malades terminaux, ce qu'on va sans doute avancer, d'ailleurs c'est ce qu'on nous proposera, peut-être dans un premier temps, c'est-à-dire d'avoir des critères qui sont assez stricts, je les évoquerai juste après d'ailleurs, en tout cas à la lumière de l'avis du CCNE, maladie grave incurable, souffrance réfractaire, etc., etc. Donc, risque d'abus qui nous ferait passer quasi insensiblement de l'euthanasie volontaire des malades terminaux à l'euthanasie des patients comateux et des nouveau-nés mal formés pour arriver finalement à la mise à mort des malades mentaux irrécupérables, des vieillards qui deviennent une charge de plus en plus lourde pour la société. Ça, ce sont les propos de mon collègue Alain Guillotin, qui va au bout de cette logique-là. Où est-ce qu'on place le seuil à partir duquel une personne est indigne? On voit bien qu'on peut le placer effectivement le plus tard possible, mais on peut aussi l'avancer petit à petit. Il y a un autre argument qui est de dire que la personne doit être pleinement autonome et qu'il existerait un droit à l'autodétermination.
Alors là, effectivement, c'est assez délicat parce que, effectivement, on va être confronté parfois, vous l'avez peut-être été aussi dans vos unités, confronté à des patients qui vont arriver avec une demande à mourir. Mais effectivement, est-ce qu'on doit les prendre au mot ou est-ce qu'on doit peut-être chercher à questionner cette demande-là et ce qui est exprimé? Et je dirais avec un de mes collègues au conseil scientifique de la SFAP, Stéphane Amar, qu'il y a un écart possible entre une demande et un désir où nous l'enseigne la psychanalyse. Et il ajoute qu'il n'est pas rare de constater des contradictions chez un patient exprimant une demande à mourir notamment. Il évoque par exemple celui-là qui réclame l'euthanasie mais se plaint de ne pas avoir reçu son traitement antidiabétique. Voilà. Donc on peut avoir aussi, en creusant un petit peu, en cherchant un peu à questionner cette demande-là, on peut percevoir derrière, je le disais, un appel, une plainte. Alors je passe effectivement sur un certain nombre de détails. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, cette légalisation, si elle devait avoir lieu, elle pourrait se faire sans mal, parce que sur un plan constitutionnel, il n'y a pas d'obstacle à une telle évolution. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, a été à plusieurs reprises saisi de questions à ce sujet. Il a toujours laissé une large place, une large appréciation aux législateurs. Il n'y a pas non plus, de toute façon, dans la Constitution de droit à la vie qui pourrait, pourquoi pas, s'y opposer. Donc voilà, il n'y a pas en tout cas d'obstacle constitutionnel. Il n'y a pas non plus d'obstacle sur le plan européen. Il y a certes pour le coup un droit à la vie qui est inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 2, mais encore récemment, dans l'affaire Mortier contre Belgique, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a clairement rappelé que cet article 2 ne faisait pas obstacle à une législation sur l'assistance au suicide ou sur l'euthanasie, pourvu qu'il y ait des garanties suffisantes. Voilà. La question est assez claire. Hein. Donc, voilà. Donc c'est intéressant de noter qu'il n'y a pas d'obstacle à une telle légalisation. Pour autant, nous n'y sommes pas obligés. Nous n'y sommes pas obligés, puisque à ce jour, la Cour européenne des droits de l'homme n'a jamais condamné un État qui entraverait d'une manière ou d'une autre le droit à mourir ou qui rappellerait l'interdit de tuer. Voilà. Donc on n'y est pas obligé. Si la légalisation venait à avoir lieu, voilà, qu'on n'attende pas du Conseil constitutionnel qu'il retoque cette loi. Hein. Manifestement, ça n'arriverait pas. Malgré cela, et avant que je passe donc à ma partie suivante, une évolution du droit positif sur ce sujet ne me paraît pas en tout cas souhaitable. Rappelons quand même quelques évidences. Hein. L'euthanasie, contrairement à ce qu'on entendra, n'est pas un moyen de soulager les souffrances, mais elle supprime un sujet souffrant, ce qui n'est pas pareil. Hein. Ça, c'est une première chose. Et là, je cite le doyen Beignet, Bernard Beignet, qui est recteur d'Aix-Marseille, de l'Académie d'Aix-Marseille. Une personne morte, disait-il, n'est pas une personne non souffrante, puisqu'elle n'est théoriquement plus une personne. Et puis, on peut le dire aussi, on a vu que le droit se fait aujourd'hui auxiliaire médical, il vient se placer aux côtés de la médecine pour apporter aux patients le soulagement qu'ils demandent. Eh bien, cette dimension thérapeutique du droit, clairement, serait affaiblie, elle disparaîtrait en cas de légalisation, puisque ce serait désormais non plus le droit qui apporterait un certain nombre d'outils pour soulager le malade, mais non, ce serait désormais la volonté de la personne elle-même, accompagnée de la médecine, qui serait son propre remède. On le voit, le changement est très net. On passe d'un droit thérapeute, si on peut dire, à une volonté de la personne, eh bien, qui est son propre remède. Voilà pour la nature du changement. Le changement est profond ici. Maintenant, voyons-en la teneur. Alors cette teneur du changement, parce qu'évidemment il faut quand même en parler un petit peu, je n'ai pas connaissance du projet de loi qui est dans les tiroirs, mais je pense qu'on a quand même une feuille de route qui est cet avis 139 du CCNE. Alors, le CCNE insiste, je vous le disais, sur une application éthique d'une aide active à mourir. Ce sont ses propres termes. Mais attention, ce qui est intéressant, c'est
qu'il signale quand même qu'une légalisation de l'assistance au suicide et de l'euthanasie ne pourrait pas intervenir sans un préalable indispensable. C'est intéressant de le noter, on verra si, le cas échéant, ça se met en place, une politique résolument volontariste en matière de soins palliatifs. Voilà le préalable indispensable. Pour le CCNE, il faut mettre le paquet. On a reçu à l'ICES en Vendée, Alain Claes récemment, dans un colloque sur la mort provoquée. Alain Claes l'a dit, lui qui est plutôt favorable à une évolution de la loi, il a dit attention, il y a ce préalable indispensable, c'est de développer les soins palliatifs massivement. Et c'est important quand on sait que 21 départements manquent aujourd'hui d'une unité de soins palliatifs et que pour ceux qui ont une unité de soins palliatifs, il faut parfois se battre pour en obtenir le maintien. Alors, qu'est-ce qui justifierait au fond, et c'est assez intéressant, lisez cet avis CCNE 139, c'est assez intéressant, qu'est-ce qui justifierait pour le CCNE une telle évolution? Je vous le dis, et on va essayer de séparer le vrai du faux. Ce qui justifierait cette évolution, c'est la situation, je le cite, des personnes souffrant de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances réfractaires dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, mais à moyen terme. Voilà. Et le CCNE ajoute, attention, pour ces personnes-là, gravement malades incurables, avec souffrance réfractaire dont le pronostic est engagé à moyen terme, celles-ci, nous dit-il, ne rencontrent pas de solution à leur détresse dans la loi actuelle. Bien ça, c'est inexact, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a un droit qui prévoit un certain nombre de dispositifs de traitement des souffrances et dont certains concernent ces personnes-là dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. C'est vrai aussi en cas de souffrance réfractaire avec le traitement à double effet qui s'applique. Alors c'est vrai qu'on ne connaît peut-être pas assez ce dispositif-là, c'est l'article L1110-5-3, la possibilité pour le médecin d'employer des traitements analgésiques et sédatifs à des doses qui sont importantes, qui sont nécessaires pour le malade, pour le soulager, malgré le risque que celui-ci décède, et qui concerne donc un malade qui est en phase avancée, c'est-à-dire une situation d'échappement thérapeutique ou terminale, impasse thérapeutique, mais on parle bien ici d'un patient dont le pronostic vital n'est pas engagé à court, mais à moyen terme. Et donc il y a bien aujourd'hui dans les textes un certain nombre de dispositifs qui répondent à ces situations-là, contrairement à ce qu'affirme le CCNE. Alors malgré ce constat qu'il faut faire, c'est sur cette base-là, sur ce constat me semble-t-il erroné, en tout cas c'est même pas me semble-t-il, c'est clair, clairement erroné, qu'il se base pour proposer la légalisation à titre principal de l'assistance au suicide. Attention, c'est pas le suicide assisté, c'est-à-dire ce suicide qui interviendrait dans un univers médicalisé qui est mis en tête de gondole, non. Ce qui est mis en exergue ici, c'est bien une assistance au suicide. Je reprends la formule, je cite le rapport, enfin l'avis, pardon. L'avis évoque l'accès à un produit létal que la personne pourrait alors se procurer et qu'elle pourrait s'administrer. C'est exactement la définition de l'assistance au suicide. On retrouve ici un modèle d'ailleurs assez individualiste qui est celui de l'Oregon. Attention, il y a des conditions. Et comme je vous le disais, les conditions qui sont avancées, en tout cas dans un premier temps, sont extrêmement fermes. Cet accès à l'assistance au suicide concernerait une personne majeure, atteinte d'une pathologie grave et incurable, présentant des souffrances réfractaires et un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Et cette personne devrait réitérer sa demande d'assistance au suicide. Alors, intéressons-nous quand même à ces conditions-là, regardons-les d'un peu plus près. Bon, déjà on a, vous l'avez noté, une personne qui est gravement malade et incurable. Voilà. Donc déjà, ça restreint bien sûr le champ de l'assistance au suicide. On a une personne qui doit être souffrante, et cette souffrance doit être réfractaire. Un réfractaire, il faut encore pouvoir qualifier cette souffrance de réfractaire, c'est-à-dire bien pouvoir justifier, avant d'accéder à la demande, justifier qu'on a tout mis en œuvre pour la faire céder. Ça sera assez compliqué lorsqu'on a par exemple devant nous une souffrance qui est dite existentielle, par exemple une lassitude de vivre comme on peut le rencontrer parfois. Une simple lassitude de vivre sans à côté un certain nombre de symptômes physiques, ne suffira clairement pas, en tout cas ne pourra pas être légalement qualifié de réfractaire.
Donc ici, difficulté de la qualification, et on le voit, qualification qui sera retenue dans des cas qui sont quand même assez restreints. On nous parle d'une personne majeure. Ça, c'est intéressant parce que, c'est vrai, dans la plupart des États qui ont légalisé la provocation de la mort, la plupart du temps sont des personnes majeures, mais pas toujours. En Belgique, c'est ouvert aux mineurs, d'ailleurs sans âge minimum, hein, pourvu que l'enfant soit doté et ait une capacité de discernement. Aux Pays-Bas aussi, on a ouvert ça aux mineurs à partir de 16 ans, et il y a une loi qui vient d'être adoptée, qui va être appliquée en 2024, qui a abaissé ce seuil minimal. Je crois que c'était 12 ans, pardon. 12 ans, et voilà. En fait, il y a deux choses. Aux Pays-Bas, c'est 16 ans. À partir de 16 ans, le mineur peut seul demander l'euthanasie. À partir de 12 ans, il le peut, mais il faut aussi l'autorisation parentale. Voilà. Et ce sont ces deux limites d'âge qui vont sauter là prochainement. Voilà. Donc, personne majeure, alors avec une idée en tête, bien sûr, c'est qu'on est face à nous une personne, en tout cas supposément, qui soit puisse exprimer, disons, une volonté qui soit libre et éclairée. Voilà. Mais on peut quand même se demander si, bien avec une telle évolution de la loi, on peut quand même se demander si les praticiens, enfin sur les médecins, chercheront, face à une demande qui leur sera exprimée à mourir, chercheront à regarder s'il n'y a pas derrière un appel ou une plainte. Ça, on peut se questionner, évidemment. Et puis, je le disais, il est nécessaire que le patient réitère sa volonté. Alors, il doit, c'est tout simplement pour s'assurer, encore une fois, de ce caractère libre et éclairé de la demande, l'exigence de réitération qu'on va retrouver dans la plupart des pays étrangers qui ont déjà fait ce chemin-là, dont certains, ceci dit, ont mis de côté d'ailleurs un certain délai. Par exemple, je pense au Québec, la loi de 2015 au Québec prévoyait un délai d'1 mois entre la demande et l'application du geste létal. 1 mois pour que justement le patient réitère sa volonté. Ce délai d'1 mois est passé de 1 mois à 14 jours, et ce délai de 14 jours maintenant a été complètement supprimé du texte législatif. Donc c'est quand même assez intéressant de le souligner. Alors, il y aurait bien sûr, bon là on a vu des conditions de fond, mais il y a aussi un certain nombre de conditions de forme qui sont envisagées, que le CCNE n'a pas ignorées, à savoir un contrôle a priori, qui est nécessaire, qui permet de s'assurer quand même, dans le cadre d'une collégialité, que les conditions de fond sont bien réunies, qu'on a bien face à nous un patient qui est gravement malade incurable, avec des souffrances réfractaires, un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Donc ce contrôle a priori est bien envisagé, bien sûr. Il est prévu d'ailleurs dans la plupart des autres États qui ont légalisé sur la question. Mais évidemment avec aussi certaines faiblesses qu'on peut imaginer. Alors, est-ce que la clause de conscience, on en parlait juste avant, est une protection suffisante pour le médecin confronté à ce type de demande-là? Attention, la clause de conscience n'est pas protégée constitutionnellement et elle peut être balayée par une simple loi. Donc attention, parce qu'effectivement, cette clause de conscience qui est envisagée par le CCNE, elle est relativement fragile. En matière d'interruption volontaire de grossesse, il y a une clause de conscience qui a été supprimée, c'est celle des chefs de service. Voilà, et par une simple loi. Donc attention, elle peut être prévue effectivement dans le texte qui sera soumis à la délibération parlementaire, mais dans la mesure où il n'y a pas de protection constitutionnelle, elle est à la merci effectivement d'une loi qui l'écarterait. Donc attention à la fragilité, j'insiste là-dessus, de cette clause qui est annoncée et qui permettrait aux médecins de ne pas prescrire la substance concernée. D'accord ? Donc ça c'est à noter quand même. Donc ça c'est à titre principal, c'est l'assistance au suicide. Prescription d'une substance létale que la personne se fournira et s'administrera le cas échéant.
Il y a dans cet avis, et je suis bientôt à la fin de mon intervention, il y a à titre subsidiaire est prévu pour des patients qui ne seraient pas physiquement capables de s'administrer la substance létale, et donc je dis bien à titre subsidiaire, la possibilité d'accéder à l'euthanasie. Voilà. Donc là, cette fois, le médecin ne se contente pas de prescrire, il va lui-même délibérément administrer, à la demande du patient, lui administrer la substance létale. Donc ça, c'est pour des patients qui ne seraient pas physiquement capables de se l'administrer. Alors qu'on se le dise bien, ça représente un nombre infime, et peut-être même inexistant, de personnes malades, hein, parce qu'aujourd'hui, même un patient, effectivement, qui a une sclérose latérale amyotrophique avec des clignements d'yeux, eh bien, peut effectivement commander un certain nombre de mécanismes. Hein. Alors cette évolution-là que je vous présente, ah oui, alors petite remarque, pour l'euthanasie, les critères sont les mêmes, hein. Même conditions de fond et de forme, rien ne change, donc je n'y reviens pas. Cette évolution-là s'expose à la critique. Et vous l'aurez noté, c'est intéressant, l'avis 139 CCNE est un des très rares avis du CCNE où il y a des critiques qui sont ouvertement formulées par certains membres du CCNE. Un avis minoritaire est rarissime, hein, au CCNE. Eh bien là, il y en avait. Hein, sur la trentaine ou quarantaine, je ne sais plus exactement, de membres du CCNE, il y en a 8 qui ont exprimé leur opposition et leur avis minoritaire a été diffusé. Donc vous pouvez effectivement consulter cet avis et à la fin, vous verrez, il y a un avis minoritaire. Cette évolution s'expose à la critique. Si vous lisez tout l'avis 139 du CCNE, les 15 premières pages sont d'un très bon niveau. C'est richement documenté. On y lit par exemple que la maladie, le handicap, le vieillissement sont source de marginalisation. On y lit que la fin de vie est de plus en plus médicalisée. On y lit qu'il existe de nos jours une aggravation de la situation d'isolement des personnes âgées. Face à un constat qui est juste, qui est documenté avec des chiffres à l'appui, eh bien, on s'attend à tout sauf une proposition de légalisation de l'assistance au suicide et de l'euthanasie. C'est pourtant ce que fait le CCNE. Et ça, un certain nombre de membres minoritaires du CCNE eh bien, se sont dressés face effectivement à ces propositions-là qui ne sont pas en adéquation avec le constat qui est fait à titre liminaire, hein, dans cet avis. Cette réponse, clairement, on peut le dire, est inaudible face à ce constat-là. Et les 8 membres concernés du CCNE le disent clairement, ils partent du même constat, hein, et je les cite, hein, selon lequel on meurt mal en France. Selon eux, il est prioritaire de remédier aux difficultés du système de santé pour promouvoir une culture médicale appropriée aux enjeux particuliers de la fin de vie et pour interroger justement la société sur son rapport à la vieillesse et à la mort. Alors oui, dans cette perspective, il est important eh bien, de rendre effectif l'accès aux soins palliatifs. Ça fait 25 ans qu'existe dans notre droit, eh bien, d'ailleurs c'est l'article qui est marqué sur l'affiche à côté de moi, article L 1110-9, toute personne malade a le droit d'accéder à des soins palliatifs, mais on sait aujourd'hui que seuls 30% des personnes qui en ont besoin de ces soins palliatifs peuvent y accéder. Donc rendre effectif l'accès aux soins palliatifs, c'est-à-dire faire que 100% des personnes qui en ont besoin puissent y accéder demain, favoriser l'accompagnement des malades, répondre aux situations d'isolement dont on fait le constat, et puis tout simplement se saisir des dispositifs actuels pour améliorer, assurer une bonne prise en charge des patients. Clairement, eh bien, plutôt que de prendre le risque de légaliser l'assistance au suicide et l'euthanasie, pourquoi ne pas parfaire l'existence, c'est-à-dire la loi actuelle. Un grand merci de votre attention.